suis Marie-Cécile Damave. Donc moi, je travaille chez Agridé, le think tank de l'entreprise agricole. Et je suis responsable innovation et affaires internationales dans ce think tank. Et donc, j'ai le plaisir d'animer cette discussion pendant 1 heure sur le carbon farming, donc l'agriculture bas carbone. Alors, qu'est-ce que c'est? On va faire un travail de définition, évidemment. Qu'est-ce que c'est? À quoi ça sert? Évidemment, on s'insère dans les discussions sur le climat, changement climatique. On n'a pas fini d'en parler, malheureusement. L'agriculture, comme beaucoup d'autres secteurs d'activité, en fait, est impactée par le changement climatique, les dérèglements climatiques, et en fait, doit prendre sa part pour essayer d'atténuer ce changement climatique, en particulier en améliorant son bilan carbone. Et justement, le carbon farming, l'agriculture bas carbone, c'est ça son objet, c'est d'améliorer le bilan carbone. Donc réduire les émissions, augmenter le stockage de carbone dans les sols. Alors, vous savez qu'il y a une actualité, la COP27 s'est ouverte hier à Sharm el-Sheikh. Elle se tient pendant une quinzaine de jours. Il y a aujourd'hui l'intervention d'Emmanuel Macron cet après-midi. Donc on va suivre ça de près. Et évidemment, l'enjeu de la décarbonation, c'est un enjeu d'actualité pour beaucoup de secteurs, en particulier l'agriculture. Alors, chez Agridé, on a travaillé beaucoup ce sujet du climat. Et je m'aperçois que je n'ai pas pris la petite note dans mes mains, c'est pas grave. On a travaillé ce sujet du changement climatique et en fait de quels outils sont disponibles pour les agriculteurs aujourd'hui, à la fois pour être efficaces face au changement climatique, à la fois en termes d'adaptation et d'atténuation des dérèglements climatiques, mais aussi trouver des outils rentables. Et en fait, cette dimension économique, elle est très importante pour à la fois être efficace au niveau environnemental et aussi avoir une rentabilité. Et donc, le carbon farming, l'agriculture bas carbone, en fait, c'est un des outils qui est efficace. Mais comment faire pour qu'il soit rentable? Aujourd'hui, faire une agriculture bas carbone, ça coûte plus cher que ça ne rapporte. Alors, comment faire pour financer cette transition? En fait, tout est là. La question est ici. Donc, dans ce CIMA Talk, vous voyez, on l'a articulé en 2 parties. En fait, le savoir-faire dans une première partie. Donc ça sera un premier tour de table. Et ensuite, deuxième tour de table, le faire savoir. Donc le savoir-faire plus au niveau de l'amont, la transition dans les pratiques de production agricole. Et ensuite, comment cette transformation des pratiques de production agricole se transmet jusqu'aux consommateurs, finalement, consommateurs citoyens, à travers toute la chaîne de transformation alimentaire ou non alimentaire, pour informer, expliquer, raconter une histoire, en fait, auprès des consommateurs. Alors, pour parler de tout ça, on a 3 intervenants aujourd'hui. Merci beaucoup d'être là à tous les 3. Donc, on a Carole Leverrier. Carole, vous êtes directrice de TerraSolis, donc le pôle de l'innovation de l'agriculture bas carbone. Donc, il fallait absolument que vous soyez là. Ensuite, on a Anaël Bibard. Anaël Bibard, donc président cofondateur de FarmLeap. On le voit bien sur le sweatshirt, voilà. Membre de la ferme digitale, je vois aussi le badge. Mais également président de la Climate Agriculture Alliance. Et vous nous expliquerez tout à l'heure ce que c'est que cette nouvelle association qui a fait sa conférence de lancement chez nous, chez Agridé, au mois de mai dernier. Et puis enfin, Élodie Colin-Petit. Donc Élodie, vous êtes directrice du développement commercial chez Malterie Soufflet. Donc vous le voyez avec ces 3 intervenants, en fait on aura des perspectives à la fois en termes de production agricole, au niveau des agriculteurs, au niveau de l'écosystème qui accompagne les agriculteurs dans leur transition et tout au long de la chaîne de transformation, en particulier agroalimentaire, mais pas seulement. Voilà, donc voilà pour les présentations. Donc je tourne ma page. On va commencer par Carole. Donc, est-ce que déjà vous pourriez nous présenter un petit peu TerraSolis? Qu'est-ce que c'est que ce pôle d'innovation? Et puis, qu'est-ce que vous mettez en place concrètement en fait, chez TerraSolis en termes d'agriculture bas carbone? Merci beaucoup pour cette vaste question. Donc, tenez bien le micro posé sur le menton. Bonjour à toutes et à tous. Merci pour l'invitation, ce qui me permet de découvrir ce salon CIMA, pour lequel je n'avais pas encore eu l'occasion de participer. Alors un petit mot effectivement de TerraSolis. Donc on est une association agricole basée dans la région Grand Est. Et donc nous sommes avant tout un pôle d'innovation basé effectivement sur l'agriculture bas carbone avec un focus grande culture.
Donc aujourd'hui, en fait, Terra Solis donc, a été créée en 2017. Moi, je suis arrivée effectivement à la direction de Terra Solis, ça fait quelques mois. Donc aujourd'hui, on est une association avec une cinquantaine d'adhérents et on a surtout la particularité d'avoir des outils en fait en propre, des outils physiques, puisqu'on est propriétaire d'une ancienne base aérienne, l'ex-BA112, qui est juste à côté de Reims, à Bétheny, sur à peu près 350 hectares. Et il se trouve qu'on a 220 hectares qui sont cultivés, donc en ferme expérimentale, justement spécialisée sur ces modes d'agriculture bas carbone. On a également d'autres outils sur ce site avec des pôles notamment d'énergie, un projet de méthaniseur, un parc d'affaires aussi spécialisé sur l'accueil d'entreprises sur ces thématiques-là. Et c'est extrêmement intéressant d'avoir à la fois le réseau d'acteurs, donc les coopératives, des chambres d'agriculture, des lycées agricoles, les instituts techniques qui travaillent avec nous justement sur l'émergence de ces projets collaboratifs, de ces projets d'intelligence collective sur comment on favorise une agriculture durable, comment on travaille ces sujets de transition bas carbone vraiment avec une échelle de territoire, c'est vraiment le sujet aujourd'hui, et puis en même temps de pouvoir mettre en place des essais systèmes sur notre ferme expérimentale. Alors peut-être un petit mot effectivement sur ces outils. Il se trouve que sur donc notre site, on est vraiment spécialisé bien sûr sur les grandes cultures et puis avec bien sûr le contexte pédoclimatique de la Champagne créuse, donc avec des rotations sur tout ce qui est grande culture, céréales, betteraves, luzerne, etc. Et sur ces essais, en fait, on a à la fois en fait des tests sur l'agriculture de conservation. On va avoir des essais aussi sur tout ce qui est maximisation en fait, de biomasse pour pouvoir alimenter les filières de la bioéconomie. On a des essais aussi sur tout ce qui concerne l'autonomie azotée. Et tous ces travaux ont vraiment été pleinement déployés. Le micro bien près de la bouche. Voilà. En 2019. Et c'est intéressant aujourd'hui, puisqu'en 2022, on voit que le sujet carbone, c'est vraiment le sujet phare quand on parle d'agriculture durable. Il se trouve que nous, on a des références qui commencent à être relativement intéressantes. Je précise aussi que c'est un site qui est vraiment construit comme une ferme classique, c'est-à-dire qu'on est sur des grandes parcelles, on a la totalité des productions végétales qui sont travaillées sur notre site, ce qui nous permet d'avoir vraiment la vue d'ensemble. Pour vous donner peut-être quand même quelques petits résultats, en 2019, en fait, les objectifs qui avaient été fixés, c'était en termes de neutralité carbone, c'était de pouvoir réduire l'impact carbone en fait de ces productions de 75%. Donc avec quand même un objectif. D'ici quelle année 75%. Alors nous, on a des essais en fait qui tournent sur 9 à 10 ans. Donc là, ça fait 3-4 ans effectivement qui sont en place. On a ces objectifs à terme de pouvoir faire la démonstration de réduire de 75% l'impact carbone. Donc notamment en réduisant les intrants, en stockant du carbone, etc. Mais également de pouvoir maintenir les stocks de carbone dans les sols et en même temps de pouvoir exporter davantage de biomasse, donc c'est-à-dire obtenir plus 25% grosso modo pour pouvoir alimenter les filières de la bioéconomie notamment. Et il se trouve qu'aujourd'hui, on n'atteint clairement pas ces résultats. On arrive à fournir davantage de biomasse en optimisant effectivement les rotations, en faisant rentrer des cultures intermédiaires, en ayant des productions peut-être plus productives, etc. Donc on arrive à peu près à obtenir ces plus 25% en production. Par contre, très clairement, on n'est pas à moins 75% en termes d'impact gaz à effet de serre, on est plutôt de l'ordre de 30 à 40% aujourd'hui sur notre site, sachant qu'on n'a pas non plus encore mis en place le méthaniseur. Donc on vient de parler du stockage de carbone dans les sols. Je rappelle qu'aujourd'hui, la tendance en France, c'est un déstockage en fait, du carbone dans les sols. Donc c'est compliqué de renverser la tendance actuelle finalement. Déjà la stabiliser, c'est déjà une victoire, et l'augmenter, c'est évidemment un peu le Graal en fait. Oui, c'est des sujets effectivement extrêmement complexes. Alors nous, on arrive effectivement à maintenir ces stocks de carbone dans le sol. Et je voudrais aussi rebondir peut-être sur la question initiale en termes de qu'est-ce que c'est que le carbon farming. Alors en toute franchise, moi c'est un terme que j'utilise assez peu. Effectivement, on parle plutôt d'agriculture bas carbone, en tout cas pour ce qui nous concerne. Et en fait, vous avez bien sûr les 3 leviers. Donc celui dont on parle notamment aujourd'hui, carbon farming, donc qu'est-ce que ça évoque? En fait, c'est vraiment tout le stockage du carbone atmosphérique par les plantes et dans les sols. Donc je rappelle, en fait, il y a 3 grands facteurs possibles pour pouvoir stocker naturellement du carbone. C'est les forêts,
les océans et les sols agricoles, et principalement avec une grosse marge de progression sur les grandes cultures. Donc c'est de ça dont on parle aujourd'hui. C'est une très très belle opportunité pour l'agriculture, hein. Il faut clairement le souligner, et puis surtout qu'on puisse financer cette transition par ce stockage de carbone. Néanmoins, il faut quand même garder, je pense, une perspective assez globale, à savoir que l'agriculture reste aussi émettrice de gaz à effet de serre, et comme n'importe quelle industrie, j'ai envie de dire, c'est un peu les principes du développement durable. Il faut déjà éviter, ensuite réduire et ensuite compenser. Donc il y a vraiment les trois composantes qui me semblent essentielles. Et c'est vrai que du coup, nous, les travaux qu'on mène sur la partie ferme, c'est évidemment éviter, réduire en premier lieu. Donc là, ça va toucher bien sûr tout ce qui est intrants, principalement les engrais azotés, l'utilisation du fuel, hein, par rapport au machinisme. Donc vous avez tous ces éléments-là, mais c'est vraiment essentiel de le souligner, parce que quand on parle d'agriculture bas carbone, on pense stockage dans les sols, mais il n'y a pas que ça. Il y a toute la partie réduction, il y a la partie stockage dans les plantes, dans les sols, et puis après sur, les filières de valorisation, et notamment quand on parle de filières non alimentaires, ça permet de stocker effectivement du carbone, c'est la bioéconomie. Dites-nous un petit mot du projet Carbon Think. Qu'est-ce que c'est ce projet ? Alors effectivement, dans la même veine que tous les travaux qui ont été montés sur notre ferme expérimentale, on a aussi déployé un gros projet, donc un partenariat européen pour l'innovation qui s'appelle Carbon Think, qui a été déployé en 2019, donc qui se déroule sur 3 ans. Il se trouve qu'on arrive là en fin de projet. Donc c'est un projet qui visait à évaluer la performance carbone d'exploitation en grande culture en Grand Est, et également de travailler sur la partie valorisation financière, donc en parallèle bien sûr du label bas carbone. Donc c'est un projet qui s'est fait en partenariat aussi avec AgroSolutions, avec l'INRAE, avec le think tank I4CE. Alors ce qui est intéressant, c'est qu'on a travaillé à la fois sur une quinzaine d'exploitations agricoles avec des contextes très différents en termes de production, en termes de contexte pédoclimatique, sur toute la région Grand Est. Donc on avait une quinzaine de fermes déjà quand même bien engagées sur des démarches de transition bas carbone. Et en parallèle, après, il y a eu toute la partie diagnostic, fondée bien sûr sur la méthode du label Grande Culture, label bas carbone. Donc ça a vraiment permis à la fois d'alimenter le travail, la rédaction du label bas carbone, et en même temps, nous, on pouvait aussi tester en direct tous les outils et comment les valoriser. Ce qu'on voit aujourd'hui, alors c'est vraiment des chiffres très grossiers, puisqu'évidemment, après, il faut aller voir, exploitation par exploitation, comment ça fonctionne. Mais aujourd'hui, sur ce qu'on a pu voir là, sur la quinzaine de fermes, c'est qu'on peut, avec des pratiques assez basiques, sur du stockage, sur l'agriculture de conservation, etc., on peut avoir, grosso modo, une économie de 0,7 crédits carbone par hectare et par an, avec quand même un coût, c'est ce que vous disiez tout à l'heure, avec quand même un coût qui est évalué à environ 50 €. Sachant qu'aujourd'hui, les outils de financement qui sont et 50 proposés, €, c'est plus que ce qu'on peut trouver dans certains cas. Voilà, c'est ça. Aujourd'hui, effectivement, la moyenne, ce que proposent les mandataires, c'est aux alentours de 35 €. Donc on voit effectivement que c'est pas non plus, c'est un outil intéressant, ça permet d'amorcer, pour moi ça permet de mettre le pied à l'étrier. Pour autant, c'est pas une solution miracle. Il faut pas non plus dire on se lance dans le label bas carbone uniquement pour ce côté valorisation financière, parce qu'en fait le vrai sujet quand on parle d'agriculture bas carbone, c'est que on parle de neutralité carbone sur une échelle. On entend toujours 2050, mais de mon point de vue, on est plutôt sur une échelle 2030-2035. Donc ça veut dire qu'il y a quand même des changements de pratiques de façon massive à mettre en place. Et donc il faut aller chercher, j'ai envie de dire, tout ce qui permet d'amorcer en fait, ces changements. Alors 2050, la neutralité carbone, c'est l'engagement en particulier de l'Union européenne avec le Green Deal, mais aussi au niveau international. On parlait de la COP27. La majeure partie des pays à l'échelle internationale ont cet objectif de neutralité carbone en 2050. Ça paraît très ambitieux effectivement aujourd'hui. Il y a des fortes chances qu'on n'y arrive pas. Merci Carole. On va passer à Anaëlle.
Alors, Anaël, vous êtes donc président cofondateur de FarmLeap, on le voit bien. Et donc, FarmLeap, vous êtes vraiment un spécialiste de la donnée. Comment faire parler en fait les données technico-économiques, environnementales des exploitations agricoles pour répondre à un objectif. Donc vous travaillez plutôt avec les acteurs qui sont autour des agriculteurs. Et du coup, vous avez cette habitude de travail avec des coopératives, avec des entreprises, etc., de l'environnement des agriculteurs. Et puis vous êtes également président de la Climate Agriculture Alliance, donc cette nouvelle association qui a une quinzaine de membres et qui sont tous impliqués pour en fait accompagner des agriculteurs à s'intégrer donc dans ce carbon farming, cette agriculture bas carbone, et puis aller chercher des financements. Alors, on en est où aujourd'hui? Est-ce que vous pouvez nous présenter un espèce de bilan? Il y a combien d'agriculteurs aujourd'hui en France impliqués dans cette agriculture bas carbone? Oui, aujourd'hui, pour bien positionner le contexte, effectivement, on parle de bientôt plus de 4500 agriculteurs engagés dans des démarches de crédit carbone. C'est-à-dire qui non seulement ont fait un diagnostic initial, donc qui ont évalué où ils en étaient, qui ont défini une trajectoire de réduction ou de séquestration, souvent les deux, et qui se sont engagés sur cet objectif de trajectoire vers de la rémunération. Il y en a déjà 1500 qui vont, dans les 4500, il y en a 1500 dans le dernier appel à projet France Carbone Agri associé. Donc c'est quand même une réelle accélération par rapport au mois de mai où on avait fait le lancement, où on parlait plutôt de 3000 agriculteurs. Là, 4500, on voit que c'est en train de bouger. Bon, on a quand même quelques centaines de milliers d'agriculteurs, donc on voit au rythme où ça avance, il faut encore une très forte accélération. Il ne faut pas oublier qu'il y a autre chose que le crédit carbone pour faire du bas carbone. Donc il y a aussi des agriculteurs engagés dans des filières, je pense à la filière oléose par exemple, qui pèse déjà plus de 4000 agriculteurs engagés dans des filières de production bas GES. Alors ils ne disent pas bas carbone, mais c'est bas gaz à effet de serre, avec un côté, là la prime elle est versée à la tonne de colza qu'on va produire pour être intégré dans une filière diester. Et donc l'économie de crédit, le crédit carbone, ou en tout cas la finance carbone qui sera rattachée sur le gasoil qu'on met dans nos véhicules diesel pour qu'ils polluent un tout petit peu moins. Donc là, on est dans le non-alimentaire. Exactement. C'est biocarburant. Ça part dans du non-alimentaire. Il n'y a pas encore de filière, ou en tout cas, il y en a une petite, mais elle est naissante et balbutiante sur le popcorn, maïs popcorn, où là, il y a quand même un versement de maïs popcorn bas GES et qui est poussé jusqu'au consommateur. Mais Nathaïs maîtrise l'ensemble de la chaîne de valeur et pousse dans cette transition. Et donc, c'est un acteur qui s'engage. Donc, voilà, ça doit faire 4000... Au total, on doit être au moins à 9000 agriculteurs. Quand on compte les autres initiatives autour, on doit être à 9000 agriculteurs qui sont en bas GES, bas carbone, crédit carbone et autres démarches. Donc à peu près autant en label bas carbone qu'en filière décarbonée. Dans les 4500, ils ne sont pas tous label bas carbone, ils sont crédit carbone. Il faut aussi... Alors on rappelle un label bas carbone, donc c'est un certificat, en fait c'est une certification qui est produite par le ministère de la Transition écologique, donc qui est vraiment franco-français et qui labellise des démarches en fait, qui rémunèrent, qui récompensent des pratiques mises en place par des agriculteurs pour améliorer leur bilan carbone selon des méthodes validées donc, par le ministère français, donc pour des acteurs sur le sol français. Et après, il y a d'autres démarches internationales qui existent depuis le protocole de Kyoto, depuis plus de 25 ans, avait déjà permis, créer le cadre pour lancer des démarches bas carbone qui existent depuis plus de 20 ans en Amérique du Nord ou en Australie, par exemple. Ok. Donc au total, 9000 agriculteurs en France, français. Dont 4500 engagés sur le crédit carbone, sur le marché du carbone volontaire. C'est ça. Et qui vendent ces crédits carbone. Qu'est-ce que c'est que cette Climate Agriculture Alliance? Où est-ce que vous en êtes aujourd'hui depuis sa création donc, au printemps dernier? Qu'est-ce qui s'est passé depuis? Quels sont les membres et quelles sont vos actions? Dans les membres, on avait les 9 membres initiaux, donc on retrouvait Rise, FarmLeap, faut pas que j'en oublie, ça serait dommage. Gaiago, Soil Capital, Terre à Terre, Sisfarm, Maisy Carbone, qui a reçu d'ailleurs
CIMA Innovation Award récemment, Carbon Farmer et Genesis. Donc on a 9 membres cofondateurs qui se sont dit on a un objectif fort dans la finance carbone qui est de donner confiance au marché dans cette finance carbone. C'est bizarre à dire, ça va peut-être choquer, mais c'est quand même presque une déclaration d'amour de l'agriculture à la finance, au monde de la finance. Oh là là, mon Dieu, c'est horrible, le méchant monde de la finance, mais finalement, c'est eux qui vont permettre un passage à l'échelle. Parce que la masse qu'il faudrait engager, on parlait, ça suffit pas 0,7 tonnes avec 30 euros. Ben finalement, il faudrait au moins 100 euros, parce que c'est 50 euros le budget, il faudrait au moins 100 euros l'hectare. Il y a quelques millions d'hectares. 100 euros, ben, en fait, ça fait quelques milliards qu'il va falloir investir. Et donc, sans le monde de la finance, on n'y arrivera pas. Et pour autant, il faut donc donner confiance à ces gens-là. Donc, déjà, se mettre d'accord sur une profession naissante, une industrie naissante qui s'autorégule pour dire ok, on va faire du quali, on va faire de la qualité, et donc l'acheteur de crédit carbone n'aura pas peur d'acheter un crédit carbone compté 2 fois. Du coup, on a des autres acteurs qui ont compris ce message, qu'on n'était pas là pour créer une asso de plus pour de copains, parce qu'on connaît, il faut de la dynamisme et du fun, mais là c'est vraiment une asso, y compris entre concurrents, pour dire on va faire des choses sérieuses dans cette industrie. Donc vous pouvez investir là-dedans et de manière massive. Donc AgDataHub nous a rejoints, notamment pour l'aspect gouvernance et souveraineté de la donnée autour de cette donnée carbone. On a des gens comme CRC, les filières s'engagent, la filière blé CRC qui nous rejoint. Pur Projet, donc des gens qui sont dans plutôt les ONG, qui sont dans l'international, et Régénération, qui eux sont vraiment là aussi dans cette déclaration d'amour à la finance carbone, à la finance pour aider le monde agricole. Donc déjà on a cette progression rapide du nombre de membres, et donc on travaille vraiment sur un outil pour garantir que les crédits carbone sont comptés qu'une fois. Donc l'outil est depuis le mois de mai. C'est ça le risque en fait. Comme il existe différentes méthodologies, différents systèmes de certification. Et même avec la même méthode, voilà. Finalement je m'engage avec un opérateur A, un opérateur B, le temps que ça remonte au niveau national, on se rend compte qu'il est engagé 2 fois parce qu'il n'avait pas compris que c'était la même chose ou qu'il n'avait pas le droit de le faire 2 fois. Et ben on se retrouve à perdre la confiance de l'acheteur en se disant moi j'ai pas d'impact si j'achète un truc qui a déjà été acheté par quelqu'un d'autre. Ouais. Moi en tant qu'acheteur de crédit carbone j'ai 0 impact. Alors que là, on sécurise ça. Après, effectivement, il y a encore beaucoup de points d'attention dans cette finance carbone. Déjà, la pression qui va arriver sur l'obligation de résultat et pas que l'obligation de moyens. Voilà, ça c'est très important, parce qu'il y a un certain nombre de certifications qui sont sur une obligation de moyens mais pas de résultats. Et là, ce qu'on veut, c'est l'inverse, en fait. Oui. Voir s'il y a un réel impact, justement, sur les émissions de gaz à effet de serre. Les acheteurs, quand on discute avec eux, ils nous disent pourquoi vous êtes lancé dans l'achat de crédit carbone ? On est rentable, on a fait des efforts, on a déjà décarboné ce qu'on pouvait faire comme effort. Après, on produit des parfums, ou on produit des choses, ou on produit digital. On a beau rouler en voiture électrique, je ne citerai pas de marque, mais on a beau rouler en voiture électrique, s'ils ont beaucoup d'argent, c'est plutôt des plus longues, là, avec un T aussi. Mais on peut décarboner tout ce qu'on veut, on aura un seuil d'émissions résiduelles qu'on ne peut pas contraindre. Et donc, après, il faut compenser. Et donc l'idée, c'est réduire un maximum ce que je peux réduire et ensuite compenser ce que je ne peux pas réduire. Et pas fonctionner à l'envers, sinon là on se trompe de combat. L'enjeu est tellement grand. Là on parlait de 30% de réduction déjà atteint, ce qui est déjà énorme. Dans les faits, c'est déjà important. L'agriculture, c'est 20% des émissions françaises, moins 19-20% selon comment on compte. Donc réduire ça de 30%, c'est significatif. Très bien. Merci Anaëlle. Élodie Colin-Petit, donc je le disais tout à l'heure, vous êtes directrice du développement commercial chez Malterie Soufflet, donc filiale du groupe InVivo. Donc à ce poste, vous avez la charge de construire et de vendre des offres commerciales de filières d'orge et de malt bas carbone qui sont valorisées et qui sont dédiées à des clients industriels internationaux. Justement, on parlait de cette dichotomie entre le niveau national et le niveau international sur ces sujets. Évidemment, l'enjeu climatique, il est global, mais les méthodes n'ont pas toujours un rayonnement international. Donc, c'est un vrai souci. Alors, récemment, le 18 octobre, Malterie Soufflet communiquait sur le lancement de sa première gamme en fait, de malt bas carbone.
Alors, qu'est-ce que c'est? Est-ce que vous pouvez nous en dire plus? En fait, ce communiqué de presse disait que la production d'orge représente à peu près 20% de l'empreinte carbone d'une bière. Alors, quelles sont les actions qui sont mises en place à votre niveau? Alors, bonjour à tous. Déjà, c'est un grand plaisir d'être ici. C'est un sujet. Donc, rapprochez bien le micro. Oui, vous m'entendez? Voilà, c'est un sujet collé qui au me tient, menton. voilà, vraiment à cœur. Donc, la gamme bas carbone, c'est la continuité d'une stratégie de valorisation mise en place au niveau du groupe InVivo et des malteries soufflées. Puisqu'on a démarré il y a 3 à 4 ans un travail de structuration d'offres de produits et de services en faveur de l'agroécologie. Donc, gamme bas carbone, ce n'est pas la première gamme chez nous, puisqu'on a monté d'autres filières agroécologiques ces dernières années, dont la plus connue et aussi la plus massive est la filière montée avec le groupe Cronenbourg, 250 agriculteurs, et donc des promesses notamment orientées sur le bas carbone, mais pas que, également sur la rémunération agriculteur, sur l'eau et sur la biodiversité. Donc là, en montant la gamme bas carbone, déjà, il y a une envie d'enclencher de l'action, parce que le problème, c'est qu'on est vraiment dans de l'attentisme. Il y a une valeur qui n'est pas évidente à faire accepter de payer aux clients industriels, parce qu'on n'est pas, contrairement à la filière des oléagineux, sur des filières aidées, on est sur des filières qui sont 100% volontaires. Donc à un moment, on s'est dit, si on ne structure pas une offre et qu'on n'y va pas, on n'arrivera jamais à atteindre la masse, transformer les clients. Et ce qui s'est passé, c'est qu'on avait aussi une expérience très bonne de la filière 1664 Transition, où il y a eu une vraie acceptation du client de payer la valeur, parce qu'on a pu travailler non pas seulement sur la valeur intrinsèque technique du produit, mais travailler sur d'autres aspects qui sont notamment la communication et tout le marketing en fait, que le client pouvait en faire. Donc on a construit la gamme bas carbone sur la base d'un premier item qui pour nous était le plus évident à mettre en œuvre, puisque c'est un premier item qui s'appelle Climb Trace. Donc c'est une offre tracée avec une ségrégation tant au niveau des silos de stockage que chez nous en tant que malteur. Et donc on est sur cette offre sur une promesse de moyens et pas encore une promesse de résultat. Et c'est pas grave parce qu'il y a une vraie écoute de la part des industriels qui ont envie aussi de s'engager dans cette voie-là et de pouvoir le dire à leurs consommateurs et l'inscrire sur leurs produits. Alors il y a un deuxième item de la gamme qui est en cours de formalisation qui s'appelle Climb Balance, où là on n'est pas du tout sur une offre tracée mais sur une offre en masse balance, où on va être sur une promesse de moyens mais aussi de résultats. Et pour cette offre-là, on est un petit peu embêté parce qu'on a encore la problématique en fait d'avoir un référentiel commun qui nous permette de donner une valeur au marché de réduction carbone. Donc ça viendra, je pense, dans les prochains mois. Alors, si je comprends bien, en fait, le problème, c'est comment communiquer auprès des consommateurs. Est-ce que ça leur parle aujourd'hui, si on leur parle de carbone aux consommateurs? Alors, est-ce que ça leur parle et est-ce que ça suffit? Alors le carbone, c'est vrai que ça parle quand même aux consommateurs, parce qu'il y a aujourd'hui, je pense, une grosse action de communication par les pouvoirs publics. C'est devenu une prise de conscience, notamment après la crise sanitaire Covid. Donc j'ai le sentiment, quand je discute avec les équipes marketing des industriels agroalimentaires, que le carbone est quelque chose de facilement que les consommateurs finaux arrivent à s'approprier. Et c'est aussi pour ça d'ailleurs qu'on a choisi en fait pour réussir à massifier la démarche d'orienter en fait une gamme plutôt sur l'allégation carbone plutôt que de choisir d'autres allégations comme le zéro pesticide par exemple, qui est hyper important mais qui très franchement parle pas du tout aux consommateurs finaux quoi. Et puis, vous avez prononcé plusieurs fois le mot massifier. Massification, c'est vraiment important pour qu'il y ait un véritable impact justement sur le climat.
Voilà, alors massification, donc déjà c'est important. Alors moi c'est vrai que j'ai aussi ce rôle de trait d'union dans la chaîne de valeur, d'être à la fois sur une vision consommateur, mais aussi d'avoir une vision sur la supply chain, ce qui est possible de mettre en œuvre dans le modèle. Parce qu'il ne faut pas rêver, on a un système agricole en place avec des premiers transformateurs qui sont déjà équipés, avec des tailles de silos, avec des tailles d'outils industriels, des flux logistiques déjà existants. Et si on veut faire la transition agroécologique, il va falloir rester dans ces flux existants. On ne va pas pouvoir tout réinventer. Le coût serait trop énorme. Donc ça veut dire que agroécologie, c'est pas en fait des dossiers vitrines, comme je le dis vraiment en toute bienveillance. Pas d'agribashing. C'est pas d'agribashing. Malheureusement, je pense qu'il y a eu trop de marques, que ce soit toutes catégories confondues, qui ont beaucoup surfé ces dernières années sur des financements d'essais. C'est venu souvent en doublon de démarches R&D en fait qui étaient déjà en place chez les opérateurs, parce que c'est notre travail de travailler sur de la R&D pour savoir comment on va préserver la planète demain. Et en fait, le problème de ces dossiers vitrines basés sur des essais, c'est qu'en fait, concrètement, en termes de masse, ça ne donne rien. On est sur des dossiers à l'année qui font 200 ou 300 tonnes, et c'est tout petit. Par exemple, le Soufflet Agriculture, chez nous, collecte 5 millions de tonnes de céréales par an. Donc, c'est dire à quel point ces dossiers vitrines sont peu impactants pour la planète, malheureusement. Ouais. Je pense que c'est très utile de donner ces ordres de grandeur, comme ça on se rend beaucoup mieux compte de la difficulté. Très bien. Merci beaucoup, Élodie. On va passer peut-être au deuxième tour de table, justement en continuant sur ce sujet du faire savoir. Comment communiquer autour de ces actions, Carole? Et vous me parliez de ce projet de démonstrateur territorial. Alors, qu'est-ce que c'est que ce projet et ça consiste en quoi? Et justement, démonstrateur, démontrer, on parlait de vitrine, mais avec du contenu derrière, en fait. Oui, tout à fait. Je vais rentrer un petit peu dans le détail de ce projet. Mais avant, je voulais quand même aussi rebondir par rapport aux propos précédents. Enfin, comment faire savoir? Il y a plusieurs niveaux. Il y a déjà tout le travail d'acculturation des agriculteurs eux-mêmes. Donc on le voit, moi je travaille pour une association spécialisée dans l'innovation, donc je baigne dans ces sujets en permanence, mais en réalité c'est quand même assez compliqué d'aller effectivement jusqu'au terrain, comment faire en sorte que les agriculteurs s'imprègnent de ces nouvelles pratiques. Et alors il y a plusieurs façons de faire, il y a effectivement former déjà les conseillers, donc nous en tant qu'association c'est aussi notre rôle, on fait beaucoup d'événements, des webinaires, là du coup avec la fin du projet Carbon Think dont je parlais tout à l'heure, on a un gros colloque le 12 décembre à Reims, qui est un événement gratuit, donc qui est évidemment destiné aux conseillers, aux agriculteurs, qui leur permettra d'avoir un petit peu toutes les références sur ces sujets de levier d'agriculture bas carbone. Et il y a aussi le fait de former les agriculteurs par des agriculteurs. Ça, c'est un point extrêmement important. Souvent, les agriculteurs ont besoin de voir concrètement sur le terrain et puis d'avoir un discours extrêmement technique des pratiques. Donc là, à titre d'exemple, toujours dans le cadre du projet Carbon Think, on va organiser 3 Carbon Tours qui se passent donc à la ferme directement. Donc ça, c'est de la démonstration. Ça, c'est vraiment de la démonstration pour effectivement faire en sorte de diffuser au maximum les messages. Après, il y a peut-être un deuxième niveau, je laisserai rebondir après, mais il y a effectivement ce sujet essentiel du consommateur et du citoyen. Et en fait, on voit aujourd'hui, qu'est-ce que le consommateur lambda comprend de l'agriculture durable? Souvent, ce qu'il voit, c'est le bio. Ok, donc le bio, oui, certes, ça fait 30 ans que ça existe. Donc c'est très bien, simplement on ne se rend pas compte qu'entre le bio et l'agriculture conventionnelle, il y a quand même un monde absolument énorme. Et quand on parle d'agroécologie, de changement de pratique, c'est de ça dont on parle. Donc pourquoi est-ce qu'aujourd'hui on n'a pas, que ce soit, alors je ne sais pas si ça peut être des labels, est-ce que c'est vraiment pertinent, je n'ai pas la réponse, mais pourquoi est-ce qu'on n'a pas en fait d'outils de communication, de vulgarisation pour sensibiliser justement à l'agroécologie, à l'agriculture régénératrice, à l'agriculture de conservation des sols. Ça, c'est un sujet extrêmement important. Et c'est pas du marketing, parce qu'aujourd'hui, on n'est plus sur les modes de production des années 50. Donc, on n'est plus dans un contexte avec une énergie foisonnante, disponible facilement. C'est pas ça le contexte d'aujourd'hui. Donc, finalement, est-ce que le sujet carbone n'est pas un véhicule pour mieux informer les consommateurs d'une manière plus générale sur les réalités de la production agricole d'aujourd'hui? Mais effectivement, c'est vraiment montrer que c'est à la fois
une solution. On en a parlé tout à l'heure avec le stockage de carbone. Ça, c'est quand même un énorme levier. En fait, quand on parle, c'est l'initiative 4 pour 1000, qui est une initiative française, je le rappelle. Donc ça, c'est un énorme 4 levier. pour 1000, initiative au départ lancée par la France au moment de la COP 21 en 2015, donc juste avant l'accord de Paris, qui, selon laquelle, en fait, on a montré, c'était selon des études INRAE d'ailleurs, que en fait, le fait de stocker le carbone organique dans les sols permettait en fait de compenser au moins partiellement les émissions de gaz à effet de serre au niveau international. Et aujourd'hui, c'est une initiative internationale. Oui, qui doit être suivie de fait. Donc c'est un peu le sujet d'aujourd'hui. Mais c'est vrai qu'il y a aussi cette question de réduire l'impact climatique par notre production agricole, alimentaire et non alimentaire. Donc ça c'est un sujet essentiel, et peut-être que de faire comprendre qu'effectivement à partir de 2030, il faut impérativement qu'on ait une agriculture qui soit vertueuse, qui permette de continuer à produire, alors peut-être pas avec des niveaux de rendement auxquels on est habitué aujourd'hui, mais qui permettent quand même d'alimenter de façon correcte les filières alimentaires et non alimentaires issues de la biomasse. Ça peut être un vrai vecteur effectivement de communication et toute cette acculturation. Je parlais des agriculteurs, mais c'est l'acculturation aussi des citoyens sur ces sujets. Et alors effectivement, après le dernier niveau, et là ce sera peut-être la transition par rapport au projet de démonstrateur territorial dont je vais vous parler, en fait, c'est de se rendre compte que quand on parle de développement durable, en réalité, c'est pas uniquement un maillon, par exemple l'agriculteur, qui doit changer ses pratiques dans son coin. En fait, c'est tous les maillons, la chaîne de valeur, qui doivent bouger ensemble. Sinon, c'est un coup d'épée dans l'eau. En fait, je veux dire, tout le monde s'épuise, ça coûte énormément d'argent, d'énergie, et puis pour peu de résultats. Donc, c'est extrêmement important, effectivement, d'avoir ce lien avec les filières industrielles et même jusqu'aux citoyens et aux consommateurs. Donc, on est vraiment sur une approche de système, et après, c'est presque des changements de modèle économique. Quand on parle d'économie circulaire, c'est de ça dont on parle. Alors aujourd'hui, je vous disais, moi je suis arrivée il y a quelques mois effectivement à Terra Solis. On a beaucoup travaillé avec nos partenaires, notamment la Chambre régionale d'agriculture, la CCI, la communauté d'agglo du Grand Reims, pour travailler un projet donc, de démonstrateur territorial en réponse en fait à un appel à manifestation d'intérêt à la Banque des Territoires. Donc ce sont des guichets qui permettent de travailler ces sujets justement de façon systémique. Et ça, c'est très intéressant parce qu'on a bien compris que ce n'est pas un élément qui sera une solution miraculeuse. Donc une approche système. Une approche système avec une approche aussi par territoire et qui permet effectivement de faire le lien entre toutes les parties prenantes. Donc ce guichet-là est extrêmement intéressant pour ça. Et nous, ça nous a permis de développer un projet pour travailler les transitions agricoles, alimentaire et énergétique en même temps. Parce que c'est vraiment ça le sujet. On ne peut pas travailler l'agriculture et la méthanisation sans se soucier effectivement des productions pour les filières alimentaires. Ça doit être travaillé de façon intelligente et de façon systémique entre tous les acteurs du territoire, les producteurs, les transformateurs, les utilisateurs, soit de biomasse, soit d'énergie. Donc on a déposé ce projet le 1er juin. Les réponses aux lauréats devraient arriver, normalement c'était déjà la semaine dernière, donc ça devrait être cette semaine. Je vous invite à guetter actualité brûlante. L'actualité. Donc le projet en lui-même en fait se décompose, on va dire, en trois gros blocs, sachant que vous avez compris, on parle de souveraineté alimentaire, de sécurité énergétique sur un territoire. Donc effectivement, on a les 3 briques. Vous avez la brique d'agriculture durable bas carbone, telle qu'on la travaille aujourd'hui sur notre site, mais avec effectivement une volonté de monter en gamme pour travailler tout type d'innovation, parce que c'est justement avec une combinaison de leviers qu'on pourra avoir des résultats intéressants. Donc quand on parle de levier, là c'est de l'agronomie, très basiquement, l'agroécologie, ça peut être des leviers technologiques. Aujourd'hui, quand on parle d'agriculture de précision, c'est absolument pas antinomique avec une approche d'agroécologie. Donc comment est-ce qu'on peut combiner tout ça ensemble sur un même site démonstrateur. Il y a tous les leviers aussi plus organisationnels, donc d'où le lien avec les filières. Donc ça, c'est vraiment la première brique, avec tout un travail aussi mené sur la gestion de la biomasse. Comment, en fait, avec une quantité de biomasse qui est limitée, il faut quand même le dire aussi, on peut articuler intelligemment production alimentaire,
production d'énergie avec de la méthanisation sans déséquilibrer, enfin en tout cas du moins possible, des filières déjà en place. Donc éviter les concurrences alimentaires, non alimentaires. Il y en aura forcément, et ça, c'est pas suffisamment dit aujourd'hui. Évidemment qu'il y aura des concurrences. Il n'y a pas de la biomasse pour tout le monde, hein. Ça, il faut quand même aussi en avoir bien conscience. Par Donc contre, il faudra mettre des priorités. il faut presque une sorte de gouvernance territoriale. Où est-ce qu'on met le curseur est-ce que c'est des critères économiques, mais pas que, des critères sociétaux. Enfin voilà, il y a beaucoup de choses qui peuvent être travaillées. Et je fais une petite parenthèse, mais effectivement, sur le projet là qu'on a déposé, on a beaucoup de partenaires académiques aussi pour travailler sur l'ensemble de ces leviers. Ça, c'est la première brique. Vous avez la deuxième brique pour tout ce qui est production d'énergie, donc avec une unité de bioraffinerie couplée à un méthaniseur principal donc sur notre site. Mais pas uniquement en fait. L'idée c'est d'avoir des toutes petites unités de méthanisation en fait à la ferme avec du gaz non épuré qui serait transporté directement en fait jusqu'au site physique de la bioraffinerie qui permet effectivement d'aller épurer ce gaz, produire du biométhane, du CO2 alimentaire. Et puis demain aussi imaginer des briques complémentaires pour la production d'hydrogène. On peut aller jusqu'à la production d'hydrogène et du coup évidemment utiliser évidemment les digestats, le biochar qui sera généré par ces outils et les utiliser directement sur la ferme, notre ferme expérimentale, mais également en lien avec les agriculteurs du territoire Grand Reims. Alors ce qui est intéressant au niveau des énergies renouvelables et en fait des apports de l'agriculture par rapport aux énergies renouvelables, c'est qu'on est en pleine décentralisation en fait du système énergétique français, qui au départ était complètement centralisé, qu'il le reste. Mais avec la méthanisation, avec tout ce qui est agrivoltaïsme, etc., au contraire, on a l'impression que la tendance est à une reterritorialisation avec justement des unités plus petites et peut-être plus d'autonomie énergétique d'un certain nombre de territoires grâce en fait aux contributions de l'agriculture. Oui, effectivement, ça c'est un point essentiel. Et puis l'idée c'est aussi d'aller capter la valeur et de la maintenir au niveau des territoires. Donc il faut que les acteurs principaux, c'est-à-dire quand même agriculteurs, producteurs en premier lieu, et puis des industriels et même pourquoi pas des citoyens soient partie prenante de ces outils ça fait partie du faire savoir. Ouais. Et ça fait partie d'une acculturation aussi et montrer comment avec des nouveaux modèles d'agriculture ça peut aller impacter jusqu'à production d'énergie, comment chacun y trouve son compte au final. Et puis la dernière brique c'est évidemment l'implication des entreprises, des collectivités pour utiliser justement notamment le biométhane sur par exemple une flotte de bus pour le Grand Reims ou alors pour des besoins énergétiques notamment quand on parle d'hydrogène. Donc on voit qu'on a vraiment une sorte de boucle avec ce projet-là. Donc c'est vraiment la démonstration qu'on souhaite faire avec ce site. Et il y a deux autres éléments auxquels moi je tiens beaucoup, c'est que si ce type de projets sont financés par la Banque des Territoires, c'est aussi et surtout pour en faire des modèles. Donc c'est-à-dire qu'on a à la fois des réalisations physiques, mais on a aussi énormément de données, de travaux qui sont menés pour produire quand même des références et de pouvoir dupliquer. De pouvoir essaimer ces sites-là. Donc en fait, nous, ça fait déjà partie aussi du projet qui est défini, d'avoir quelques autres sites déjà identifiés avec des contextes quand même très différents du nôtre. Je rappelle, nous, on est effectivement grande culture, du côté Champagne-Ardenne, donc je ne sais pas si vous connaissez un peu, mais on n'est pas du tout sur des régions avec de l'élevage. Donc on a d'autres effectivement sites avec de l'élevage pour justement travailler cette complémentarité. Et alors le sujet moi qui me tient à cœur, c'est qu'avec des sites comme ça, on peut justement faire cette pédagogie, amener de la formation, aussi bien pour des agriculteurs évidemment et des conseillers, mais aussi et surtout pour la société civile. Et donc on a tout un volet aussi dans le projet d'implication en fait de la société civile pour qu'ils puissent être partie prenante aussi du projet et puis s'en imprégner. S'engager eux-mêmes dans ces projets. Merci beaucoup. Donc on est bien dans le faire savoir à tous les maillons, en fait, à tous les niveaux de la chaîne, ou des chaînes différentes, alimentaires et non alimentaires. Anaëlle,
Vous disiez tout à l'heure que donc, la filière CRC maintenant fait partie de la Climate Agriculture Alliance. Pourquoi c'est si important qu'en fait les filières de transformation, on a déjà un peu évoqué le sujet, mais pourquoi c'est si important que les filières s'engagent dans ces sujets? Et est-ce que vous pouvez nous citer quelques exemples d'entreprises qui sont sensibles à ces sujets de la décarbonation, soit pour compenser, soit pour réduire leur propre chaîne de valeur? Alors effectivement, les filières, comme tu le disais Carole, il y a une importance qu'elles s'engagent pour qu'on puisse pousser ça jusqu'au consommateur. Déjà parce que nous, en tant que consommateurs, quand on voit deux produits, le faire savoir, celui-là, plus ou moins de CO2, c'est assez difficile de s'y retrouver tant qu'on n'a pas un chiffre finalement Le tout, c'est de mesurer en fait. Voilà, déjà, il faut mesurer. Et les filières doivent... Et c'est pas simple pour une filière de mesurer parce que finalement une bière, il y a une bouteille, McDonald's, dans un burger, il y a de l'élevage, il y a du maraîchage, il y a des céréales, il y a de l'arboriculture potentiellement, ou alors du maraîchage plein champ, parce qu'un burger, vraiment c'est hyper dense, du lait pour le fromage, donc ça fait appel à 5 ou 6 chaînes de valeur différentes, parfois du poulet. Et il faut mesurer sur chacune de ces chaînes de valeur, plus les transports, ce qu'on appelle les scopes 1, 2, 3. C'est finalement d'une complexité sans nom pour déjà avoir un volume de combien de CO2, combien de grammes de CO2 pour mon burger. Et donc le faire savoir ça, et faire savoir comment il a baissé, ça pose beaucoup de questions. Ça pose aussi une autre question, en lien avec ce que tu disais, dans le pourquoi pas mettre un label. Moi j'ai une grosse crainte sur le fait de mettre un label. On va mettre un éco-score, un Nutri-score, un machin score. Puis, ah oui, mais moi, je suis pas très bon sur le CO2. Donc, on va rajouter le fait que je suis quand même un peu bon sur le terroir, ou sur le bien-être animal, ou sur le sociétal, ou sur... Donc, on fait un melting pot. Je suis nul là, mais c'est bon parce que je suis bon là. Donc, non, l'enjeu du climat... On construit l'outil qui nous arrange. Voilà, et surtout en défendant ses positions, quoi. Un peu la guerre de chapelle. Donc, attention, le climat, c'est pas un enjeu de chapelle, d'idéologie, c'est un enjeu de volume. Il faut moins de CO2. Après, d'ici pas longtemps, après 2050, il faudra en séquestrer. Il faudra être négatif pour qu'en 2100, on ne se prenne pas 6 degrés d'augmentation en France. On est plutôt parti vers les 3 degrés là. Ah non, mais 3 dans le monde. Vous lirez les dernières études. Quand on prend les modèles sous contrainte en France, c'est pas 3 à 4,5 qu'on prendra. C'est 4,5 à 6. Là, on a fait plus de 2,1, on a eu 40 degrés, on a eu la Toussaint, c'était carrément l'été. 6 degrés, c'est le triple. Hein. Donc déjà, faut faire attention à ça. Il faut pousser au consommateur une info décisionnelle et pas une info melting pot qui fait plaisir à l'existant. Mais il faut aussi répondre à ces enjeux de complexité. Parce que finalement, McDo, il fait un effort, ou même vous faites un effort, label bas carbone, sur des fermes qui font de l'orge malterie. Super, mais il y a aussi de la betterave, il y a aussi du machin, il y a aussi du bidule, il y a aussi du... Finalement, vous avez contribué à résoudre 100 000 tonnes de CO2 avec la filière. Mais c'est 100 000 dont finalement que 30 000 dans l'orge. Et le reste, ça part dans du sucre, ça part dans... Comment on compte ça? Comment on ne fait pas de double comptage? Donc il y a finalement des enjeux de qui fait la revendication de l'effort. Et donc quand on commence à avoir vraiment mis le doigt dedans, on se rend compte de... C'est un enjeu majeur et toutes les filières doivent s'y mettre parce que si vous poussez, que McDo pousse, mais qu'à à côté le sucre ou la pomme de terre ça freine, l'agriculteur qui lui ne produit pas que de l'orge ou ne produit pas que du blé pour McDo sera bloqué dans ça. Et là, le digital peut aider. Donc c'est pour ça qu'avec cette alliance de start-up parfois concurrentes ou même de grands groupes ou de filières, donc cette interpro de l'industrie du carbone, le digital peut aider à tracer, parfois en massique, pas forcément tracer camion de blé par camion de blé, parce qu'on a un enjeu qui est de gros volume et on n'a pas un enjeu de savoir si cette benne est un peu mieux que celle-là. On a un enjeu de vraiment faire baisser la filière. Par contre, ça peut aider à tracer pour savoir comment le scope 3 de McCain a été amélioré par l'action qu'ils ont menée avec la COP pour le blé, pour les buns. Donc McCain, c'est dans la pomme de terre. Finalement, si j'ai fait du bien pour le blé, la pomme de terre en bénéficiera pour le paquet de frites à côté du burger. Donc il y a vraiment un enjeu de faire savoir, mais aussi de faire savoir bien et de simplifier. Et évitons le piège du truc fourre-tout.
où on met tout dedans et où on compense là où on n'est pas bon? Compliqué. Je crois qu'il y a 2 exemples d'entreprises que vous pouvez citer, qui étaient présentes d'ailleurs lors de la conférence de lancement de la Climate Agriculture Alliance. C'était le groupe Advance et les parfums Christian Dior. Alors expliquez-nous un peu, c'était très intéressant. Ce qui est intéressant, c'est que c'est 2 entreprises très différentes. Une entreprise du luxe et une entreprise leader dans la cybersécurité du digital. Advance, un petit cocorico, une boîte française qui est leader en France sur la cybersécurité et qui a un ADN très tech au possible. La cybersécurité, c'est des sujets complexes. Même moi qui travaille dans le digital, on n'a pas du tout ce type de compétences et on fait appel à des prestataires extérieurs. Et eux ont une démarche bas carbone depuis assez longtemps, une démarche d'ambition d'être zéro carbone. Donc, en gros, ils réduisent leur trajet. Ils font attention aux serveurs avec lesquels ils travaillent, ils font attention à leurs process, aux éclairages, aux bureaux, même aux machines qu'ils achètent, les ordinateurs qu'ils achètent avec leur indice CO2. Mais une fois qu'on a fait tous ces efforts, il faut que les salariés travaillent, il faut qu'ils mangent, il faut que de temps en temps quand même ils viennent au bureau et puis de temps en temps qu'ils aillent voir leurs clients et que les serveurs ils tournent. Rien qu'avec ça, déjà, on émet, on ne peut pas être en négatif. Et ils veulent être neutres en carbone et donc ils sont rapprochés de Gaiago Carbone, justement. Il y a aussi une petite proximité avec l'agriculture, c'est ça qui est intéressant. On a quand même la chance, l'agriculture, d'avoir finalement, je suis fils de paysan, je suis petit-fils de paysan, et travailler dans plein d'autres domaines, mais d'avoir une petite accroche à la terre, à la famille, un peu sentimentale. Donc il faut faire appel à cet émotionnel. Et il a dit, pourquoi pas choisir finalement l'agri. Et donc il a décarboné son entreprise en s'appuyant sur les démarches Gaiago Carbone, donc les agriculteurs qui séquestrent du carbone dans leur sol. Parfum Christian Dior, c'était intéressant, c'est vraiment très différent. Là, on est sur le monde du luxe, donc pas de l'ultra-tech, on est sur du parfum, on est sur les nez. Je ne sais pas si vous connaissez, c'est des gens qui ont vraiment une approche de l'émotion qui est pour le coup très différente de lien avec l'agriculture. Et pourtant, cette connexion au monde agricole, on la retrouve aussi parce qu'ils ont besoin d'alcool. L'alcool produit grâce aux betteraves ou à l'éthanol de blé. Et donc, dans les parfums, finalement, c'est une des pièces du sourcing et ils se disent, tiens, nous qui avons du luxe, alors elle l'avait dit en d'autres termes lors de la conférence, mais je le redirai en disant, on a une rentabilité forte qui nous permet de dégager des excédents de trésorerie et donc pourquoi pas finalement réinvestir une partie de ces excédents de trésorerie, le luxe performe bien en France, pour compenser nos émissions en plus de nos efforts. Et finalement, dans notre chaîne de valeur, l'agriculture est présente dans beaucoup de chaînes de valeur. Même le luxe, finalement, le Hermès, le tissage, le cuir, l'alimentation. On touche beaucoup de périmètres et donc on peut s'appuyer sur ces entreprises qui peuvent garder ce lien avec le monde agricole et qui, elles veulent avoir un impact, veulent payer pour quelque chose qui fonctionne, qui marche, qui stocke, qui séquestre et pouvoir communiquer en disant voilà, l'agriculture avance et on l'aide à avancer. C'est vraiment ça leur objet. Merci beaucoup, Élodie. On va continuer sur ce faire savoir, du coup, raconter une histoire auprès des consommateurs sur cette dimension bas carbone. Vous parliez, en préparant cette table ronde, vous parliez de l'importance pour les marques, en fait, à s'engager en fait, sur ces sujets. Dites-nous-en un petit peu plus. Alors, c'est vrai que je rejoins totalement ce qui a été dit par Carole et Anaëlle sur l'importance du consommateur final, en particulier pour les filières qui ne sont pas aidées et qui sont volontaires. Pourquoi ? Parce que le consommateur final, c'est l'acteur majeur de la transition agroécologique de masse. Parce que c'est vrai que j'étais très impressionnée en fait de la démarche des marques de luxe ou de sociétés de la tech. Mais malheureusement, si on veut aller sur des démarches massives, on le fera par le biais des industries agroalimentaires. Donc ce consommateur final, là, il est clé puisque c'est lui qui est au centre de toutes les intentions des industriels agroalimentaires. C'est à lui que ces industriels veulent répondre, que ce soit par ses envies, ses convictions. Et c'est en fonction de ces convictions que les industriels agroalimentaires vont choisir d'investir en valorisant et en masse dans les filières agroécologiques. Alors on a juste un tout petit problème, et ça avait déjà été évoqué, c'est que ce consommateur final connaît peu ou mal le monde agricole.
On s'en doutait un peu, mais chez Soufflet Malterie, on a lancé une étude conso auprès de Kantar, donc quand même une étude sérieuse. Et effectivement, on s'est aperçu que les gens ne savent pas de quoi est composée leur bière. Ils le savent encore moins qu'il y a du malt d'orge et encore moins que c'est lié au monde agricole. Donc c'est vrai que partant de ce constat-là, je ne vois pas bien comment on va réussir à valoriser quelque chose dont les consommateurs finaux n'ont absolument pas conscience. Alors une fois qu'on a dit ça, c'est super parce qu'on a le problème. On sait également que c'est un énorme levier de valorisation, mais comment est-ce qu'on peut faire La solution, c'est de travailler sur de la communication de masse. Et quand on veut toucher rapidement autant de millions de consommateurs, le seul moyen, c'est de passer par des initiatives de publicité et de communication via les mass médias. Donc j'entends par là tout ce qui est publicité télé, radio, affichage, encart publicitaire. Ça a un énorme coût. Pour info, 30 secondes de spot publicitaire en heure de gros d'audience, c'est 50 000 €. C'est à peu près le budget qu'on a, nous, en insertion publicitaire sur la division malterie, qui est le deuxième acteur mondial du malt à l'année. Donc voilà, donc c'est un peu compliqué. Alors, dans ce contexte-là, on n'a qu'une solution possible. Si on va réussir à incentiver, faire la promotion pour influencer ce dernier maillon de la chaîne de valeur, c'est de créer des partenariats forts avec nos industriels agroalimentaires. Donc moi, en ce qui me concerne, je suis très spécialiste de la filière orge de brasserie, puisque nos clients majeurs sont des groupes comme AB InBev, Heineken, Carlsberg. Et ce sont des gens qui sont en B2C, dont le business model intègre de facto cette dimension communication, puisque 10 à 20% de leur chiffre d'affaires annuel est investi dans des opérations de communication. Donc c'est définitivement sur ces partenariats-là forts avec les marques qu'il va falloir compter, en essayant de travailler sur des offres de contenu fortes, c'est-à-dire de se positionner dans la chaîne de valeur, non pas comme des premiers transformateurs agricoles, mais comme des vrais spécialistes de la chaîne de valeur, en capacité de créer des contenus de qualité, en capacité de vulgariser, parce que c'est ça dont Anaëlle et toi aussi, vous parliez tout à l'heure, comment rendre simple le message. Voilà. Et contenu de qualité, ça veut dire mesure, ça veut dire la data. On retourne chiffre, le chiffre. Il faut du concret. Voilà. Alors moi, c'est vrai que le chiffre, je vais être contente de l'avoir enfin quand il sera disponible, parce que depuis le nombre d'années en fait qu'on travaille sur ces sujets-là, en fait en 10 ans qu'on s'améliore sans finalement dire de combien, ça va être superbe. Malheureusement, je pense qu'il va y avoir aussi une grande déception des consommateurs finaux, parce que finalement, on pourrait s'attendre en fait à avoir plus de réduction carbone des pratiques agricoles, et c'est déjà pas mal ce qui est mis en place. Et moi, je serais d'avis de travailler sur une communication qui est autant quantitative que qualitative. Parce qu'Anaël, il l'a très bien dit, l'agriculture française, il n'y a pas si longtemps, c'était la majeure partie de la population qui travaillait dans le monde agricole. Donc tout le monde, moi-même, mes arrière-grands-parents, j'ai des grands-parents qui étaient agriculteurs, on a eu tous dans notre famille en lien des gens qui sont issus de ce monde-là. Et je pense qu'il y a un vrai affect, quelque chose en fait à aller chercher chez le consommateur en expliquant quelles sont les pratiques, en incarnant le message, c'est-à-dire on a la chance en fait d'avoir des partenaires agriculteurs qui sont des humains, des vraies personnes qui ont une vraie vie, qu'on peut aller filmer dans leur exploitation, qui peuvent nous raconter leur histoire. Et c'est vraiment de cette manière-là qu'on travaille en fait les contenus qu'on après revend à nos clients, puisqu'on a aussi constitué une offre de services payants, puisqu'il faut du monde pour que ça marche et que ce soit de qualité. Et ce qui est tout à fait accepté de la part des clients, tout à fait. Bon, tout l'enjeu donc tourne autour de la création de valeur. Exactement. Alors, je mettrai quand même un bémol, c'est que trop souvent, il y a une utilisation abusive en fait de tous ces messages-là dans la communication, sans avoir réellement de transformation en filière, en volume.
Et c'est vrai que je suis très fière de dire que nos clients, et voilà, c'est pas parce que c'est nos clients, mais Carlsberg, la marque C64, franchement, je pense qu'on peut, au niveau de la filière brasserie, leur tirer notre chapeau parce que ça a été les premiers à investir réellement dans une filière. C'est-à-dire de prendre la décision d'aller au-delà de l'aspect vitrine pour aller convertir l'ensemble du malt servant à fabriquer la marque C64. Donc c'est 30 000 tonnes d'orge par an, 250 agriculteurs. Et là, pour le coup, moi je trouve qu'on est vraiment sur une preuve de fait et que c'est ça en fait qu'il va falloir qu'on aille chercher pour l'ensemble des autres industriels. Donc 250 agriculteurs parmi les 9000 Oui, c'est ça, Canaël citait exactement, tout à qui sont l'heure. déjà Voilà. engagés. Voilà. Mais Ouais. pour rebondir sur ce que tu dis, Elodie, effectivement, il faut engager le consommateur, donc affect, quantité, du moins crédibilité, légitimité. Il faut engager aussi la finance, parce que si on veut massifier, le consommateur payera un peu, mais pas forcément tout. Et je ne pense pas qu'il puisse tout payer. On l'a vu avec l'inflation, on le voit avec le ralentissement de la dépense dans le panier sur le bio. Donc, il ne payera pas tout. Ensuite, il faut aller chercher la finance. Et donc, la finance, il ne faut pas la voir comme une ennemie qui va capter cette valeur, mais il faut lui permettre d'en créer. Et là, je parle sur le fait de la cessibilité des crédits carbone, potentiellement, parce que si on sait créer de la valeur, ben, on crée de la valeur. Avant de pouvoir distribuer de la valeur, il faut en créer. Ensuite, il faut aller chercher la puissance publique aussi. Parce qu'à un moment, il faudra se mettre d'accord sur des moyens de communiquer. Il faudra que la puissance publique s'engage. Parce que c'est un objectif qu'on met pour le pays en entier, pour le monde entier. Donc, on ne peut pas juste dire débrouillez-vous, les filières, ce n'est pas notre problème. Et puis, il faut engager après l'amont, et pas que l'aval, les agriculteurs, cette pédagogie. Mais vraiment, il va falloir engager beaucoup de monde. Et faire attention à des messages. On a vu parfois même des charrues qui étaient bas carbone, des choses comme ça. Donc, il va falloir engagé avec pas mal de crédibilité. Oui, tu vois à quoi je fais référence. Et donc, on va laisser le mot de la fin à Carole, puisqu'on arrive à la fin de l'heure. Une petite phrase de conclusion. Ça, c'est toujours un bon exercice. Non, enfin, pour moi, il y a vraiment deux éléments clés. C'est de ne pas attendre qu'une solution fasse tout le job. Oui. Ça ne fonctionnera pas. C'est vraiment en mixant, en fait, en combinant plein de leviers, plein de solutions, et aussi en fait intégrer que c'est des changements qui doivent se faire, qui se feront de toute façon, avec ou contre nous quelque part. Peut-être qu'à ce stade, je pourrais citer. Enfin, j'ai eu la chance d'assister à une conférence de Jean Jouzel il y a quelques mois. Et en fait, ce qu'il disait, le plus gros levier, en fait. C'est, j'ai envie de dire, presque mental. En fait, c'est intégrer que ces changements vont se faire et qu'il faut y contribuer par tous les moyens qu'on a à notre disposition. Ok, merci beaucoup à tous les trois. On arrive à la fin de l'heure de discussion. On peut vous applaudir. Merci à tous de votre écoute. Si vous avez quelques questions, on a déjà dépassé un petit peu l'heure, mais allez-y. Non, vous êtes timide. Si, une question au fond. Moi, je suis agriculteur en Champagne-Sénonaise, juste à côté de la Champagne-Crieuse. Je connais bien le contexte Champagne-Crieuse. Ah, faut toucher comme ça, ok, pardon. Vous avez entendu ou je répète? Oui, du coup, je suis agriculteur en Champagne-Sénonaise, à côté de la Champagne-Crieuse. On est en train de faire les démarches pour avoir un certificat carbone avec un des membres de Climate Agriculture Alliance. Quand vous parlez nous on est rentré sur un certificat qui est basé sur une obligation de moyens surtout, donc qui nous engage, on va dire, à prendre peu de risques. Passer à une obligation de résultat va nous faire prendre beaucoup plus de risques au niveau économique. Qui doit prendre ces risques? Aujourd'hui, l'avantage, c'est que vous avez, je ne sais pas lequel c'est, mais dans les 9, j'imagine lesquels ça peut être. Globalement, la prise de risque aujourd'hui à s'engager avec un des acteurs qui a déjà engagé les crédits carbone est assez faible, je dirais, dans le sens où les acheteurs sont là. Ça met un peu de temps, c'est pas si facile que ça à vendre, mais ils ont fait le job et ils ont réussi à trouver les acheteurs dans des délais bien avant qu'il y ait eu à payer, donc les contrats sont signés. Donc, entre guillemets, vous,
pas pris de risque. Et les autres agriculteurs qui vont s'engager n'ont pas pris un risque. Par contre, vous êtes, j'imagine, un peu un early adopter. Donc quelqu'un qui ose avancer, qui ose se lancer, qui se dit tiens, allez, je me lance, même si un tien vaut mieux que deux tu l'auras, j'évite d'attendre la contrainte et je me lance maintenant. Je dis pas que les autres ne prendront pas de risque. Par contre, le risque, il devra être partagé aussi par la finance qui acceptera de mettre le risque et de la partage du risque avec des collectifs d'agriculteurs plus grands. Il y a des banques qui sont en train de préparer à se lancer pour que, quand l'obligation de résultat sera plus forte, que le risque soit partagé sur l'ensemble du collectif et qu'on puisse quand même engager, que le risque ne soit pas supporté par l'agriculteur uniquement. Donc, dans l'obligation de résultat, il y a des moyens pour gérer le risque assurantiel, donc que ce soit par des banques, des assureurs, des réassureurs, et c'est par le collectif. Donc j'aime bien aussi, on est au co-farming, donc on aime bien le faire ensemble, et là c'est typiquement le genre d'endroit où on doit faire ensemble pour diluer le risque. Merci. Une autre question? Non? Ok. Ben, merci beaucoup. Merci à tous.